Dans les dernières années, le nombre de pignons sur les cassettes des vélos a passablement augmenté, de 9 à 10 à 11 à 12 et maintenant 13 pignons. Par contre, au niveau du pédalier, on a vu l'effet inverse. Les 3 plateaux ont pratiquement disparu alors que la place du 2 plateaux à la tête de la hiérarchie est de plus en plus menacée par le monoplateau. Et même moi, personnellement, après avoir passé ma vie enroulé en double plateau, j'ai passé la dernière été en monoplateau. Et quel est mon verdict? Les avantages, les inconvénients? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on parle, est-ce que le monoplateau est simplement une mode passagère ou quelque chose qui est là pour rester, donc vous devriez vraiment évaluer. On va l'évaluer sur plusieurs points, mais évidemment, le premier doit être la simplicité. Bon, comme je disais, après avoir passé toute ma vie en double plateau, cette année était la première année que je roulais principalement avec un groupe Campagnolo E-Car monoplateau 13 pignons à l'arrière. Et comme probablement la majorité d'entre vous, pour moi, oui, l'utilisation d'un dérailleur avant, donc d'un double plateau, était quelque chose qui était totalement, dans le fond, inconscient. J'avais pas une temps que ça à réfléchir à l'utilisation du dérailleur avant. C'était quelque chose d'acquis que je me disais, bon, un monoplateau aura pas tant de bienfaits finalement. Mais bon, à travers la saison, je me suis ramassé à plusieurs occasions à avoir à revenir sur un vélo double plateau. Et en toute honnêteté, à chaque fois que j'y retournais, j'avais l'impression de reculer en arrière. Oui, honnêtement, ça m'embêtait, ça m'agaçait d'avoir à retourner à l'utilisation d'un dérailleur avant quand j'étais rendu habitué et vraiment d'apprécier la simplicité d'un simple dérailleur. On voyait pas nécessairement de problème avant, mais là qu'on a connu l'autre chose, on veut pas revenir en arrière. Et c'est pas seulement plus simple non plus d'un point de vue utilisation, mais même d'un point de vue mécanique. C'est un dérailleur de moins à désajuster ou à réajuster. Et tous les mécanos vous diront, un dérailleur avant est passablement plus compliqué à bien ajuster qu'un dérailleur arrière. Donc évidemment ici, la plupart d'entre vous vont être des cyclistes passionnés et expérimentés. Mais soyons réalistes ici. Pour moi, tous les vélos d'entrée de gamme pour les novices et les débutants devraient être avec des monoplateaux. Oui, pour moi, tout novice devrait être introduit au sport du vélo avec le plus de simplicité possible. Et un dérailleur avant avec le concept qu'on doit changer les rapports à l'arrière en même temps avec des leviers inversés et donc avec les ratios et les croisements. Pour nous, c'est peut-être acquis, mais pour un débutant, ça peut être quand même complexe à comprendre au départ. Ce que le monoplateau enlève. Bon, évidemment, un autre gros point qui est très important à analyser, c'est les écarts et la plage au niveau des ratios entre un double plateau et un monoplateau. Donc, au niveau de la plage totale, je vais prendre 2 exemples. Ma transmission était une Campagnolo E-Car 13 vitesses avec un pédalier 40 dents à l'avant et une cassette 9,42. Ce qui donne un ratio le plus petit de 0,952 et un plus grand de 4,44, donc 467% de plage totale. Donc ici, on compare avec une transmission Shimano Ultegra 12 vitesses avec un pédalier avant compact, donc 50-34, et une cassette à l'arrière 11-34, on a un écart de plage qui va aller de 1,0 à 4,55, donc une plage totale de 455%. Donc, comme dans cet exemple de 2 transmissions modernes, finalement, le monoplateau a une plage plus grande de ratio. Mais bon, pour les personnes pour qui ces derniers chiffres sont un peu abstraits, rentrons un peu plus dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends sur ma transmission monoplateau le plus haut braquet que je roule à 65 km/h, je vais aller à 114 révolutions par minute versus 112 révolutions par minute pour le plus gros baquet sur la transmission Shimano Ultegra 12 vitesses. Tandis qu'à l'opposé total de la plage, sur le braquet le plus facile, à 10 km/h seulement en grimpe, avec le monoplateau que j'utilisais, je vais avoir quand même une cadence de 83 RPM versus 78 pour un double plateau. Et là, je répète qu'on parle quand même d'une transmission de double plateau avec une cassette 1134 qui est déjà une cassette de quand même très grosse envergure. Mais là, on va s'attaquer au point qui est le plus souvent parlé pour ceux qui sont réfractaires au monoplateau, c'est on parle de l'écart entre les ratios. Et vous allez voir, oui, c'est un point qui est valable, mais on va mettre des chiffres. Parce que oui, comme la cassette est moins grande sur un double plateau, la subdivision est plus petite, donc l'écart est moins grande entre chaque pignon. Mais encore là, à quel niveau?
Parce qu'encore là, si on fait la comparaison avec la cassette 942 que j'utilisais versus une cassette 1134, 12 vitesses, quels sont les écarts? Faisons un peu de calcul pour rendre ça plus concret. Bon, disons que je roule 30 km/h sur le plat avec des pneus 700 par 28C. Si je suis sur le plateau 40 et le pignon 16 dents à l'arrière, je vais avoir une cadence de 94 révolutions par minute. Pour la même vitesse, si je veux y aller avec le braquet supérieur, qui va être un pignon avec 14 dents, je vais tomber à 82 RPM, donc moins 12 RPM. Tandis que si je veux y aller avec un braquet plus facile, donc un 18 dents, je vais tomber à 106 RPM, donc 12 RPM de plus, toujours à 30 km/h. En comparatif, si je prends la transmission double plateau avec un pédalier compact, sur le plateau 50 dents et le braquet 19 dents, à 30 km/h, je vais avoir une cadence de 89 RPM. Pour le braquet supérieur, donc 17 dents, je vais tomber à 80 RPM, donc 9 RPM de moins. Mais si je veux choisir le braquet plus facile, toujours à 30 km/h, je vais tomber à 99 RPM, donc 10 RPM de plus. Donc on voit que dans un cas comme ça, la différence est de 2 à 3 RPM de différence. Est-ce que j'ai trouvé que ces changements de cadence-là étaient trop grands? Est-ce que je m'ennuyais des rapports plus serrés? Donc, pour moi, personnellement, non, absolument pas. J'ai pas besoin d'avoir de 2 à 3, même 5 RPM de précision exactement en termes de cadence. J'ai pas de problème à m'adapter. Et que pour moi, la simplicité du monoplateau était préférable à vraiment la précision de la cadence requise. Mais évidemment, les opinions sur ce sujet peuvent varier d'un individu à l'autre. Mais a priori, j'aurais même tendance à dire que si vous avez besoin de tant de précision pour être optimal dans votre cadence, je suis pas sûr que c'est nécessairement quelque chose de positif. Bon, ensuite, parlons du point de vue performance. Et là, il y a plusieurs aspects à décortiquer sur la performance. D'un point de vue aérodynamique, là, c'est un gros ça dépend, potentiellement, oui, un avantage pour le monoplateau. Oui, parce que de retirer un bloc complet comme un dérailleur avant peut vraiment améliorer l'écoulement d'air dans cette région. Par contre, c'est toujours le ça dépend de à quel point le dérailleur arrière et la cassette ont besoin d'être plus massifs, donc potentiellement avoir plus de traînée aérodynamique vers l'arrière. Au niveau du poids, oui, avantage monoplateau. Bon, si vous suivez cette chaîne, vous savez que quand on fait de la modélisation de la performance, oui, le poids retiré sur le vélo dans la globalité fait très peu de différence, beaucoup moins que ce qu'on le croit, sur la performance. Mais on peut quand même pas nier que non, par concept, un monoplateau, donc si on retire un dérailleur avant, un plateau et potentiellement même un mécanisme au niveau du dérailleur avant, au niveau du levier, oui, c'est des grammes de moins sur le vélo. Mais là, on arrive sur celui qui peut potentiellement faire plus de différence, c'est plus au niveau de la friction mécanique. Oui, là-dessus, le double plateau, généralement, est avantageux. Pourquoi? Parce que l'utilisation de plus gros plateaux à l'arrière et de plus gros pignons à l'arrière en volume va faire que la chaîne, quand elle passe à travers les plateaux et les pignons, fait moins de déflexion, donc moins de friction mécanique. Et je dirais que c'est probablement pour cette raison principale que chez les pros, le double plateau est pas près de mourir. Est-ce que la différence est si significative? Pour les coureurs pros où chaque watt ou fraction de watt compte, oui, c'est quelque chose qui rentre dans le calcul. Mais dans le spectre des choses, la différence est quand même moins grande quand utiliser un lubrifiant de moyenne à faible qualité ou un lubrifiant plus haut de gamme. Donc moi, une monoplateau avec une transmission propre, lubrifiée avec un lubrifiant de haute qualité, va avoir une friction totale qui va être quand même plus basse qu'un double plateau qui aurait un lubrifiant de plus basse qualité ou qui aurait des contaminants. Mais si on est un cycliste pro et que chaque fraction de watt compte, on va aller chercher évidemment les deux aspects. Donc en conclusion, oui, moi après une été d'utilisation, oui, je suis rendu un peu un converti au monoplateau. Mais je comprends absolument qu'il y a certaines limitations dont j'ai énumérées que certaines personnes n'aimeront pas. Pour les cyclistes débutants et novices, pour moi, le monoplateau est de loin la meilleure option pour sa simplicité. À l'inverse, pour les cyclistes pro, je crois encore que le double plateau demeure l'option de prédilection. Et pour les cyclistes amateurs comme nous, la réponse va être toujours, ça dépend. Mais bon, je crois que dans le spectre des choses, le monoplateau, par beaucoup, est sous-estimé. Et vous, êtes-vous plus monoplateau, double plateau, ou vous êtes un irréductible triple plateau? Écrivez-moi ça dans les commentaires et je vous dis à une prochaine.